Donc, bienvenue à cette conférence sur GitOps, où je l'espère, vous allez apprendre un petit peu pourquoi GitOps est aujourd'hui la meilleure façon de faire du déploiement continu. Dans cette présentation, on va revenir un petit peu sur les différentes pratiques Ops, et aussi sur les différentes typologies, on va dire, d'outils d'infra as code. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail de ce qu'est GitOps, ses principes et quels sont les avantages que vous aurez en fait à l'utiliser. Dans la deuxième partie, on fera une petite démo où je vais vous montrer en fait que mettre en place GitOps, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait le penser. Voilà, alors pour commencer, on va commencer à définir GitOps. Donc aujourd'hui, GitOps, il y a Git et Ops. Sur la partie Git, pas besoin de présenter Git aujourd'hui, hein, c'est devenu un standard. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on va s'appuyer en fait sur les forces de Git dans la pratique GitOps, qui est de stocker les fichiers, les historiser, de tracer toutes leurs modifications et aussi de gérer plusieurs versions. On va voir que ce sera assez utile dans cette pratique. Aujourd'hui, Git, c'est un prérequis pour tous les développeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de soucis là-dessus. Ça arrive de plus en plus dans le monde des ops, même si c'est encore assez disparate selon les entreprises et suivant les équipes. Et puis, dans plein d'autres métiers aussi, on voit arriver le monde Git. Alors, Git, on peut faire plein de choses avec, jouer avec les commits, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est avec les patterns. C'est un modèle assez souple qui peut s'adapter à plein de choses. Et dans le monde GitOps, on va pouvoir utiliser un pattern qui va faire qu'une branche pourrait correspondre à un environnement. Là, j'ai repris par exemple le pattern Gitflow, qui est assez utilisé dans la méthodologie Scrum. Et donc, j'ai juste renommé les branches pour que ce soit clair pour ceux qui ne connaissent pas Gitflow. On voit qu'il y a 3 noms de branches, dev, recette et production, qui correspondraient à 3 environnements dev, recette, production. Souvent, on se restreint au code. On va voir qu'on peut aller aussi jusqu'à la partie infrastructure quand on parle de ces branches-là. Alors, on voit aussi qu'on peut faire la promotion d'environnement. Voilà, passer de dev à recette à production au fur et à mesure des versions. J'ai mis aussi en grisé la notion de fixe, de branches éphémères qui vont être là juste le temps de valider un changement. Et pour les gens qui sont un peu matures dans la pratique, dans les pratiques DevOps aujourd'hui, ça se traduit des fois par créer un environnement éphémère. Voilà. Donc, dans GitOps, il y a aussi la partie Ops. Alors, aujourd'hui, Ops, c'est un mot qui est un peu à la mode. Hein, on le retrouve partout, DevOps, SecOps, GitOps, FinOps. Voilà, c'est vraiment un mot qui n'a jamais été aussi populaire. Mais un Ops, c'est quoi? Un Ops, principalement, ça ressemble à ça. Hein. Enfin, souvent, c'est le cliché quelqu'un d'un peu barbu, comme Jérôme Petazzoni ici, un des Français fondateurs de Docker. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, sur le rôle d'un Ops, c'est que son rôle principal, c'est de gérer la production. Alors, quand je dis la production, c'est assez réducteur par rapport à ce qu'il fait, c'est gérer l'infrastructure en sens large. Et quand je parle d'infrastructure, c'est le cycle de vie de tous les composants et de tous les environnements liés aux applications. Et donc, quand on parle du cycle de vie de tous les composants, on parle bien de construire un environnement, le maintenir en condition opérationnelle, le faire évoluer et le détruire. Voilà, c'est vraiment toutes ces actions-là qu'il doit faire au quotidien. Un Ops, il va être, on va dire, omnibulé par une seule chose, c'est ce qu'on appelle SLA, ou le temps de disponibilité de service. Et donc, son objectif, c'est d'avoir les meilleurs SLA possibles. Donc, 99, par exemple, ça correspond à 7 heures de coupure par mois, 99,9, 43 minutes de coupure par mois, 99,9, 4,4 minutes de coupure, etc. etc. L'objectif, c'est d'avoir le plus possible. Pour arriver un petit peu aux objectifs propres à chaque entreprise, il y a 2 solutions différentes. La première solution, c'est quand, par exemple, un dev vient voir l'Ops en disant tiens, j'ai une livraison à faire pour lui apporter une nouvelle fonctionnalité, c'est tout simplement de refuser en fait cette livraison en disant que le système est stable et qu'il n'y a pas de raison de le changer. Alors, ça marche. C'est éprouvé comme méthode, mais on va dire qu'en 2020, c'est pas trop DevOps.
Alors, on va plutôt se pencher vers la deuxième solution, qui est plutôt d'accepter le changement et de mettre en place des pratiques modernes comme GitOps. Et on va voir que GitOps, c'est une méthode qui va tendre vers l'excellence opérationnelle autour de des pratiques de l'Ops. Voilà. Pour un peu bien comprendre, je vais reparler d'abord de la pyramide de maturité de l'Ops. On va retrouver les différents niveaux de maturité. Le niveau 1 ou le niveau 0, c'est ce qu'on appelle le click to deploy. Donc là, c'est simple, pas besoin de clavier, on prend juste la souris, on ouvre l'interface graphique et on clique partout pour mettre nos environnements en place et les applicatifs en production. Le niveau 2, c'est l'infrastructure as code, donc ça consiste à automatiser les déploiements et la mise en place de l'infrastructure via du code. Et la troisième partie qui est GitOps. GitOps qui s'appuie sur les outils d'infrastructure as code, mais il va apporter beaucoup de pratiques en fait, et de bonnes pratiques pour faire en sorte justement que ce soit une méthodologie approuvée, non pas juste un bout de code qui traîne sur le poste local de quelqu'un. Et voilà, c'est un peu tout l'écart qu'il y a entre juste de l'infra as code et une méthode de GitOps. Ouais, moi, je suis en termes de barbe, pour répondre aux commentaires, je suis un peu... je suis plutôt au niveau click to deploy aujourd'hui, ce qui m'inquiète un petit peu. Normalement, il y a un petit quiz interactif, mais là, du coup, via le format, on ne va pas le faire. Donc, l'idée, c'était de savoir un petit peu quelle pratique était arrivée quand et par qui l'avait introduit. Alors, le premier, click to deploy, j'ai fait des recherches, je suis arrivé jusqu'à juillet 93 avec la sortie de Windows NT 3.1, où là, pour déployer un serveur, il fallait faire un clic sur le menu démarrer, le panneau de configuration, faire un clic droit sur les serveurs et cliquer sur démarrer. Pour les plus nostalgiques, voici un peu à quoi ressemblait l'interface graphique de l'époque. Et ce n'est pas du tout un troll, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y avait tous les outils pour les ops, et à noter d'ailleurs l'ancêtre de Grafana. L'infrastructure as code, ensuite, c'est arrivé... si vous avez des idées, d'ailleurs, vous pouvez participer dans le chat, savoir un petit peu quand est-ce que les idées sont arrivées, mais du coup, ce sera quand même moins interactif. L'infrastructure as code, c'est arrivé en 2006, quand AWS a lancé sa plateforme cloud. Et l'arrivée de cette plateforme cloud arrivait aussi avec une CLI et une API qui permettait d'interagir avec les ressources cloud, donc principalement du réseau et de la machine virtuelle, pour caricaturer un petit peu. L'idée, c'est qu'on pouvait avoir des commandes pour faire des opérations, et qu'en enchaînant les commandes, on arrivait à avoir un script qui nous permettait de créer une infrastructure entière. D'accord ? Donc déjà, c'était une vraie révolution, dans le sens où on pouvait avoir des scripts reproductibles pour créer de l'infrastructure, notamment en l'occurrence dans le cloud. Ensuite, il y a une deuxième génération d'infrastructure as code qui est arrivée, qu'on appelle l'infrastructure as code déclaratif, et qui a été introduit aussi par AWS en 2011 avec la sortie de son produit CloudFormation. Donc là, contrairement au script qui, lui, va décrire une suite d'opérations à effectuer, en mode déclaratif, on va décrire plutôt l'état final de notre système. Et donc, c'est à l'outil de savoir comment arriver à cet état final ici. Donc, déjà, ça change pas mal de choses, mais c'est vrai qu'avec un script, si vous voulez savoir l'état final, vous êtes obligé de parcourir toutes les instructions et puis de faire le diff de tête, et puis pour essayer de vous imaginer en espérant pas faire d'erreur sur l'état final. Voilà, c'est quelque chose de vraiment puissant et très intéressant. Dans la même lignée, on retrouve en 2014 la sortie de Terraform, qui est plutôt multi-cloud ce coup-ci, et Pulumi en 2019, qui s'appuie un petit peu sur les principes de Terraform, mais qui est dans une approche un peu plus moderne. C'est une question de point de vue. Voilà. Et je ne peux pas aussi parler de l'infrastructure as code sans parler un petit peu d'Ansible. Alors, Ansible, c'est sorti en 2012, et je le classe un petit peu entre les deux. Alors, un petit peu entre les deux, pourquoi ? Parce que c'est quand même de l'infrastructure as code de type déclaratif, puisque chaque tâche unitaire va être de type déclaratif. Mais par contre, on va plutôt créer un script qui va être un enchaînement de tâches déclaratives qui va permettre d'arriver à un résultat.
Alors, pour synthétiser tout ça, ou ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que dans la partie infrastructure as code déclaratif, j'ai deux grandes catégories. La catégorie des outils avec état, ce que sont CloudFormation, Terraform, Pulumi, et sans état, comme Ansible. Avec les outils avec les états vont apporter beaucoup plus d'intelligence et sont plus performants que les outils sans état. Et à contrario, les outils sans état, comme Ansible, va apporter plus de souplesse dans plus de possibilités sur ce qu'on peut faire. Pour que ce soit un peu plus concret, par exemple, les outils avec état, donc Terraform, Pulumi, CloudFormation, vont sauvegarder le dernier état connu du système. Et lorsqu'on va leur demander de se mettre à jour vis-à-vis d'un nouvel état, ces outils vont être capables de faire la différence entre les deux, sans interroger le système, le cloud ou n'importe quoi, de faire juste une différence entre le système, le dernier état connu et le nouvel état, et d'expliquer les différences qu'il y a entre les deux. Au-delà des différences, il va être capable déjà d'appliquer les différences. Donc, au lieu d'appliquer l'ensemble du script, il va être capable d'appliquer que la différence. Là où, par exemple, si un fichier Ansible fait 1000 tâches, les 1000 tâches vont être déroulées à chaque fois qu'on va exécuter le script Ansible. Un script avec un outil sans état, il va d'abord faire l'opération de planification, de visualisation des diffs, et ensuite n'appliquer que les diffs. Donc, en termes de performance sur des grosses infrastructures, c'est vraiment le jour et la nuit. L'outil va être capable aussi d'aller plus loin. Donc, quand on parle d'outils avec état, il va être capable de connaître l'ordonnancement automatique des tâches à faire. Il va être capable de paralyser les tâches qui sont paralysables. Par exemple, si on crée deux VM et que ces deux VM n'ont aucun lien entre eux, l'outil va savoir de lui-même qu'il est capable de les créer en parallèle. Il va être capable aussi de nous dire et nous indiquer l'impact d'une opération. Par exemple, si la ressource qu'on veut mettre à jour, ça va être une création, une suppression, une mise à jour sans coupure de service, ou une mise à jour, ce qu'on appelle un remplacement, une mise à jour avec coupure de service. Voilà. Donc ça, c'est des informations en tant que Ops qui sont vraiment fondamentales pour maîtriser en fait l'impact de nos modifications sur le niveau de service. Autre apport que va avoir cette typologie d'outils, c'est que ça va permettre par exemple de créer, non pas que de créer le système ou l'infrastructure, mais aussi de la détruire. C'est-à-dire qu'en écrivant une fois le script qui va définir l'état, on va être capable d'avoir nativement l'opération inverse de destruction. A contrario, si on utilise Ansible, on va créer un script pour déployer, et si on veut supprimer toutes les ressources, on va créer un autre script où on va recoder toutes les opérations inverses, ou des fois plus simples, mais qui va être responsable de détruire. Donc ça, c'est vraiment sur la partie intelligence. Après, sur la partie souplesse, c'est là où on va retrouver la force d'Ansible, c'est que Ansible, comme c'est plus sous forme de script, on va être capable de gérer des orchestrations très complexes. C'est pour ça qu'on va souvent être amené à retrouver les deux combinés dans nos outillages. On va se concentrer principalement sur les outils avec état pour gérer les cas nominaux qui sont très courts, on peut aller assez loin. Et puis après, on va pouvoir piloter ça, si besoin, par du Ansible derrière. Voilà. J'ai fini un petit peu le tour des outils d'infra as code et essayer d'expliquer la différence d'outils d'infra as code. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur ce sujet-là, parce que c'est souvent... on entend souvent parler des outils au même niveau, mais après, c'est vrai qu'il y a des différences fondamentales un petit peu entre les différents outils. Voilà. Pour revenir à GitOps, donc le terme est arrivé en 2017. Ça a été inventé par la société Waveworks, qui est un éditeur d'une plateforme de déploiement pour Kubernetes. Donc, c'était inventé pour le monde Kubernetes, mais on va voir que ça s'applique aujourd'hui aussi bien au monde Kubernetes qu'au monde cloud classique avec du IaaS et du PaaS, que du on-premise. On va retrouver un petit peu tout. Juste pour montrer un petit peu la tendance, on voit juste que c'est un terme assez récent, GitOps, mais que la popularité grandit quand même fortement. On le retrouve d'ailleurs dans de plus en plus de sujets de conférences qu'on peut retrouver, donc c'est plutôt bon signe.
en espérant aussi que ce soit de plus en plus appliqué en entreprise. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes pyramide de maturité de l'OB. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, vous allez quand même avoir du mal à expliquer à votre famille pourquoi, enfin votre famille, vos femmes, vos enfants, pourquoi vous faites encore du click to deploy ou même de l'infrastructure de type script. En 2020, il y a plus que 2 choix qui sont possibles. C'est l'infrastructure déclaratif et avec, si possible, les meilleures pratiques qui vont avec. Voilà. Maintenant, on va passer sur la définition un petit peu de GitOps. Donc, la définition simplifiée qui tient en ligne, on va dire, c'est une chaîne de déploiement continu versionnée qui s'appuie sur de l'infrastructure déclarative. On va beaucoup mieux le comprendre quand on va voir les principes sur lesquels s'appuie GitOps. Je fais juste un check pour vérifier que ça n'a pas recoupé. Non, ça a l'air de continuer. Hop. Très bien. Donc, le principe numéro 1, on en a parlé assez longuement juste avant, c'est que le système entier doit être décrit de façon déclarative. Donc, on l'a vu, mais c'est vraiment fondamental. Ça nous permet d'avoir une vue synthétique de l'état dans lequel devrait être le système. Donc, vous prenez n'importe quelle infrastructure déployée de notre façon. Si vous n'avez pas une vue globale de ce qu'il y a et comment c'est configuré, avoir l'information, c'est très compliqué. Soit on s'appuie sur des wikis qui ne sont jamais à jour, sur la connaissance personnelle, ou on passe beaucoup de temps à aller un petit peu à droite à gauche signer les informations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ensuite, le deuxième principe, l'état souhaité doit être versionné dans Git. Donc voilà, Git, c'est vraiment la source de vérité de notre état du système. On va stocker dedans le code. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça va nous amener l'historisation. Donc, on va pouvoir suivre l'évolution de l'état de notre système dans le temps. Donc, ça c'est un côté intéressant. On va pouvoir aussi gérer plusieurs environnements avec la notion de branche. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Dans Git, on va pouvoir avoir une branche par environnement. Et si on veut comparer, par exemple, 2 environnements, il suffit de faire une diff des branches et on pourra tout à fait voir que, par exemple, une ressource a une configuration légèrement différente d'un environnement à un autre, ou qu'une ressource a été ajoutée. Faire ça dans la réalité, c'est assez compliqué. Faire ça via le code, c'est vraiment très, très simple. Troisième principe, qui est vraiment, on arrive sur des principes très importants. Les changements acceptés sont automatiquement appliqués. Alors là, on voit vraiment 2 parties dans cette phrase-là. La première partie, c'est les changements acceptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment mettre à jour le système par des demandes de changement. Ça se concrétise par des pull requests, des merge requests dans Git. Et on va avoir tous les bénéfices qu'on va avoir ce type de pratique. Donc déjà, on va être capable d'isoler et d'identifier très clairement le périmètre du changement en regardant juste dans le code quelle ressource a été modifiée et quelle est la nature de cette modification. Et après, on va avoir tous les bénéfices qui sont liés à la revue de code, le partage, l'acceptation de ces requêtes, de ces modifications. Là, une fois que les changements sont acceptés, et une des choses qui est obligatoire et qui est avec GitOps, c'est qu'il doit être automatiquement appliqué. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau commit qui arrive sur une branche, il doit être automatiquement appliqué sur le système réel. Donc ça, c'est un fait vraiment important. Combien de fois aujourd'hui vous avez trouvé un script, je ne sais pas, un script Ansible ou n'importe où, une Terraform ou un script bash qui traîne dans un coin ou même sur un repository Git, mais vous n'avez aucune idée si ce script est bien la dernière action qui a été faite sur le système réel. En gros, si le système réel n'a pas été modifié depuis. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc après, on peut tenir des fichiers à côté qui va dire qu'on va passer tel script à tel moment, mais on n'est jamais sûr que la dernière version qu'on a sous les yeux corresponde à vraiment ce qui a été sur le système. Donc le fait d'introduire cette pratique, de dire dès qu'on modifie le code, on l'applique automatiquement, ça va faire en sorte que
on saura systématiquement que quand on regarde du code sur une branche, la dernière version, c'est la version qui est dans notre infrastructure en réel. Donc ça, c'est vraiment des choses voilà, vraiment essentielles. Et ça va de pair avec le 4e principe qui dit qu'on doit surveiller en continu l'état du système pour s'assurer qu'il est consistant avec l'état déclaré et remonter des alertes quand il y a une différence. Alors ça, c'est toujours pour garder les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr qu'à n'importe quel moment, notre système réel correspond à notre code et inversement. À partir du moment où on a ça, on est sûr que la source de vérité, c'est notre code, et que notre infrastructure correspond à ce endroit-là. Alors, si on respecte bien ces 4 principes de DevOps, on va avoir plein d'avantages qui vont arriver tout de suite. On va avoir le côté reproductible, le côté testable, le côté auditable. Alors, auditable, c'est qui a fait quoi et quand. L'historique, on saura exactement quelles ont été les modifications qui ont été faites sur la production également, enfin en vrai aussi. Et on va être aussi capable, grâce à l'historique, par exemple, si on fait un déploiement qui ne fonctionne pas, de revenir en arrière sur le déploiement d'avant, donc ça se concrétise par le commit précédent ou un commit précédent, et donc de revenir en arrière sur un état qui est fonctionnel. Donc on va pouvoir avoir jouer comme ça avec un petit peu avoir l'état de stabilité du système à fur et à mesure qu'on va rajouter des commits. Donc, dans l'infrastructure as code, on va avoir toutes les notions de partage, de réutilisation de bouts de code. Ces méthodes aussi, ça va apporter toute l'agilité. Ça va vous permettre aujourd'hui de créer des environnements, de les détruire. Ça peut être soit pour des environnements éphémères, comme les branches qu'on a vu tout à l'heure, les feature branches, ou pour des optimisations de coûts. Si vous voulez éteindre certaines parties de votre système la nuit ou le week-end, vous êtes aussi en capacité de le faire. Et en plus, votre FinOps va être content parce que vous allez aussi en profiter pour gagner de l'argent. Voilà. Et tout ça, ce qui est vraiment un des points les plus importants que je vais dire, c'est qu'utiliser ces pratiques-là, ça va vous forcer à déployer très régulièrement et donc avoir confiance dans votre capacité à déployer de façon automatique. Et la confiance, c'est aujourd'hui essentiel quand on va se tourner là-dessus, et c'est ce qui est souvent un frein pour pas mal d'équipes. La confiance, c'est aujourd'hui un prérequis obligatoire si on veut faire du déploiement continu, ou si on veut tendre vers le déploiement continu. Si on vous déploie qu'une fois par an, il y a de grandes chances que vous n'allez pas avoir confiance dans vos outils. Si vous déployez régulièrement sur plein d'environnements et de façon automatique, vous êtes sûr que vos déploiements, ils fonctionnent. Et autre avantage aussi, c'est qu'en déployant souvent, c'est comme les avantages du code de développeur, c'est vous allez avoir des petits morceaux, des petites modifications qui vont arriver très régulièrement, et ça va être plus facile d'isoler un problème. Voilà. Avant de passer à la démo, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Manuel Boileau. Avant, je n'avais pas beaucoup de barbe. J'ai fait à peu près un peu plus de 10 ans de dev et je m'intéressais déjà à toutes ces pratiques Ops, DevOps. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de me spécialiser depuis 2 ans, à peu près, en tant qu'architecte cloud et tout ce qui est conteneurisation également. Et j'interviens en tant que freelance. Et en parallèle de ça, je suis aussi organisateur du Nanjug depuis 2011. Et donc, le Nanjug, c'est une communauté créée initialement autour de Java, mais qui aujourd'hui brasse tous les sujets, enfin beaucoup de sujets autres de la base de données, au cloud, aux pratiques agiles, au web. Voilà, beaucoup de sujets du moment en tout cas. Voilà, donc je vais passer à la démo. Sur la démo, en fait, on va mettre en place. Hop, je vais passer ici. On va mettre en place. Exactement ici. Hop, mettre en place. Toutes les pratiques qu'on vient de voir aujourd'hui dans le monde DevOps, et on va mettre en place en utilisant GitLab et GitLab CI pour la partie repo et pipeline, Pulumi pour la partie infrastructure as code. Donc, j'en parle pas beaucoup, mais c'est un outil que j'aime beaucoup aujourd'hui. C'est gratuit GitOps, oui, c'est gratuit GitOps, c'est juste une pratique.
car vous pouvez utiliser GitOps avec n'importe quel outil. Et donc, on va utiliser Pulumi en tant qu'outil d'infra as code pour déployer sur AWS. Et pour vous montrer que c'est vraiment facile à mettre en place, même si c'est toujours qu'une démo, hein, on est d'accord, je vais partir vraiment d'un projet vide. Donc là, j'ai un repository, j'ai un groupe, je suis sur GitLab. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler GitOps. Voilà. Et je vais cloner ce projet. Juste une chose que vous allez pouvoir voir ici, c'est que j'ai configuré mon environnement en mettant des credentials pour utiliser le service Pulumi et pour se connecter à AWS. Voilà, donc je suis dans le répertoire et je vais utiliser Pulumi pour créer un nouveau projet vierge d'infrastructure as code. Alors c'est normal que mon répertoire n'est pas vide. Ce qu'on voit ici, c'est que Pulumi, il va être capable de créer des projets pour différents cloud providers, différentes cibles. On voit là ici AWS, Azure, GCP, Kubernetes, et aussi dans plusieurs langages. Alors ça, c'est un des intérêts qu'il va avoir Pulumi, c'est qu'il va pouvoir s'adapter. On fera toujours de l'infrastructure déclarative, mais on va pouvoir utiliser la syntaxe sur laquelle on est le plus à l'aise. Vraiment, en l'occurrence, c'est TypeScript. Et juste pour terminer, je vais créer un environnement qui s'appelle Master. Donc, Stack, c'est le nom de l'environnement aujourd'hui dans Pulumi. On a un projet Pulumi avec plusieurs environnements, donc plusieurs stacks. Et là, pour se rapprocher de GitOps, le nom de ma stack s'appellera Master comme ma branche. Voilà, donc là, c'est prêt. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a. Il n'y a pas grand-chose dedans. On a un fichier de configuration globale du projet avec le nom du projet et le runtime. On a un fichier de configuration de mon environnement master avec aujourd'hui rien du tout, mais ici, on pourrait mettre des clés qui seraient différentes par environnement. Et un fichier index.ts où là, on va retrouver tout notre code déclaratif. D'accord? Donc, ils nous disent qu'on est prêt à démarrer et qu'on peut lancer Pulumi Up pour appliquer le changement. Parce qu'on arrive avec un script par défaut qui va créer un bucket S3 sur AWS. Donc, pour démarrer, je fais un Pulumi Up. Donc, je demande à Pulumi d'appliquer le changement sur l'état. Et là, il va comparer par rapport à l'état connu. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'état connu. Donc, il va tout simplement dire que tout est à créer. La stack Pulumi plus le bucket S3 qui est là une ressource AWS. Donc là, c'est la partie plane où il va nous montrer avant ce qu'il va faire, avant qu'on lui donne l'autorisation de le faire. Voilà, donc dans cette première partie de la démo, là, on ne va pas encore faire du GitOps, mais on va juste se familiariser un petit peu avec les outils d'infrastructure as code. Donc là, il me dit que les deux ressources ont été créées, donc une seule ressource cloud, le bucket S3. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bucket S3, c'est du stockage de type blob. Donc on stocke des fichiers qui peuvent être accédés de façon unitaire. Il m'a donné le nom du bucket sur le S3. Je n'ai pas précisé le nom ici, donc il a pris mon préfixe et il a rajouté un H. Et j'ai un lien ici vers Pulumi. Alors là, c'est un peu le tableau de bord de Pulumi. On ne va pas trop l'utiliser, mais je vous montre juste un petit peu à quoi ça ressemble. Il va pouvoir tracer lui aussi toutes les modifications qu'on pourra avoir. Les options de configuration, notre environnement d'exécution et les ressources. Donc ici, on va pouvoir avoir une vue des différentes ressources qui ont été créées et même un lien directement sur le cloud provider pour ouvrir la ressource. Donc là, on voit que le bucket que j'ai créé ici, il existe bien sur Amazon. Très bien. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on fait de la modification. Donc, pour faire de la modification, on va rajouter des propriétés. L'intérêt ici de TypeScript, par exemple, ou un langage de programmation, c'est qu'on va pouvoir, avoir de la complétion sur les propriétés que peut prendre l'objet, et du type checking aussi. Donc, on a rajouté des tags. Aujourd'hui, dans les tags, on va mettre le tag, voilà, le propriétaire et la conférence. Voilà. J'ai juste rajouté des modifications. Si je demande à Pulumi d'exécuter, de mettre à jour mon état. Donc là, on voit qu'on fait vraiment du déclaratif. Pour ceux qui connaissent Terraform, c'est les mêmes propriétés, puisqu'on s'appuie sur les providers Terraform.
mais avec une syntaxe différente. L'intérêt de la syntaxe différente, c'est qu'on va pouvoir utiliser des mécanismes, par exemple, de TypeScript pour faire des boucles, pour lire des fichiers, des choses comme ça. On peut avoir donc, la prévisualisation simplifiée des modifications qui va avoir lieu. Donc, là, il y a une mise à jour et qui a la propriété tag qui a changé. On peut avoir une vue des modifications où là, il nous dit exactement par rapport au dernier état connu les modifications. Et là, on va pouvoir les valider. Donc là, c'est vraiment principalement utiliser les outils d'infrastructure as code. Et en l'occurrence, j'utilise une version gratuite là, de Pulumi qui est un peu le même modèle que Terraform. C'est-à-dire qu'il y a une version open source et communautaire, pas communautaire, open source et gratuite. Et après, il y a des plans payants. Voilà. Si je vais accéder aux propriétés maintenant de mon objet et que j'affiche les tags, on voit que les deux tags ont été créés. Alors, c'est bien, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais créer maintenant un objet dans le tag, donc un fichier. Hein. Là, on va voir. On va mettre en relation deux ressources entre eux. Donc, on affiche ça et on va mettre les propriétés. On va dire que on va créer dans le bucket et là on va faire une référence comme on fait. Pardon. On va faire une référence comme on le fait en JavaScript directement en référençant l'objet, la variable ici. Il y a du type checking aussi pour vérifier que c'est bien. Qui c'est le nom du fichier et le contenu. Alors là, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser la syntaxe, par exemple, de TypeScript qui va proposer du multiligne. Et voilà. Donc là, j'ai créé un objet, on va mettre à jour cet objet. Et on va commencer à appliquer les changements. Alors d'ailleurs, je pourrais aller plus vite en passant l'étape de plan, mais bon, c'est toujours intéressant. J'accepte. Il va me dire ici qu'il va juste créer l'objet bucket. D'accord. Le reste, il n'y touche pas du tout. Il a fini. Et maintenant, si je retourne sur S3, que je rafraîchis, ici, on voit le fichier qui est apparu. Et si j'ouvre le fichier, on voit le contenu du fichier qui est tel que je l'avais demandé. Donc, ça, c'est parfait. Voilà. Alors, maintenant qu'on a pris un peu en main l'outil, je vais vous montrer des choses un peu plus avancées sur l'outil. Là, si on gère un environnement un projet multi-environnement, on va vouloir servir un petit peu du nom de l'environnement. Donc là, ici, notre environnement, c'est master, et je peux le récupérer en code comme ça. Donc là, je récupère le nom de l'environnement. Et je vais dire ici que le nom de mon bucket, je veux plus qu'il s'appelle mybucket-quelque chose, je veux le fixer. Et je veux dire qu'il s'appelle CloudWest- et mon nom de l'environnement. Pareil, je m'appuie sur les syntaxes un peu JavaScript pour faire cette opération-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça, ce n'est pas quelque chose de simple comme opération. C'est un petit changement dans l'état final, mais c'est quelque chose qui est simple, qui n'est pas simple à faire, puisque le changement de nom d'un bucket n'est pas une opération possible par défaut en dire on ne peut pas aller sur le bucket S3 et changer son nom. Je ne crois pas. Donc si je demande à Pulumi de m'appliquer cette mise à jour, il va me dire attention, ce que tu viens faire là, ça nécessite deux changements, de remplacer le bucket et de remplacer l'objet qui est dans le bucket. Donc là, ce que je vais faire, on trace exactement ce que va faire Pulumi, c'est en mode non impératif. Et je vais dire oui. On va pouvoir suivre comme opération derrière. Donc ça, c'est toute l'intelligence qu'il va apporter. Donc là, il nous dit le plan de ce qu'il va faire. Supprimer les ressources originales, remplacer
le bucket par le nouvel et remplacer l'objet par le nouveau. Donc ça, c'était le plan. Ici, il me dit, ici, c'est l'exécution. Il me dit qu'il a tout fait. En sortie, il me dit que le nom du bucket a bien été changé en Cloud West Master et tout s'est terminé comme il fallait. Et normalement, si je retourne dans S3, j'ai bien le nouveau nom de mon bucket. Et j'ai bien toujours le fichier. Alors là, c'est vraiment pour montrer l'intelligence que peuvent avoir ces outils-là. Et la façon dont ils vont aussi vous expliquer ce qui va se passer. Voilà, alors là, c'est super, mais on n'a pas du tout fait de DevOps, de GitOps encore, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va d'abord supprimer les ressources qu'on a créées. Donc là, on va lui demander de supprimer tout. On va passer dans un environnement GitOps. Voilà. Donc là, je rafraîchis ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, même pour la fin, à les poser tout de suite, comme ça évitera qu'il y ait un peu de latence pour les questions. Donc, on est bien d'accord, il y a personne qui a besoin. Donc, pour faire du GitOps, la première chose à faire, c'est initialiser le projet. Donc, CM, c'est pour faire un git commit avec un message. Voilà. Donc là, je vais pousser mes modifications dans Git. Il ne va rien se passer, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas mis de pipeline. Donc, l'étape ici, ça va être juste de récupérer un fichier de pipeline. Alors, CI, add CI. Pendant que le pipeline va s'exécuter côté GitLab, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un fichier de pipeline assez simple, toujours Ascode. La première partie ici, c'est pour gérer un petit peu le cache, pour dire entre chaque exécution, tu vas cacher tel fichier pour aller plus vite, souvent les dépendances. Avant d'exécuter chaque tâche, tu vas me faire un npm install, puisqu'on est dans un contexte TypeScript, et donc il y a juste les dépendances à installer. Et ici, ça va être ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pour la branche master, lorsque je pousse sur la branche master, je vais appeler le pull up en disant que je vais l'appliquer sur la branche courante. Donc là, on trouve uniquement la branche master. Donc pour aller plus vite pour la démo, j'ai enlevé le preview. Donc maintenant, si je vais dans GitLab, ici, alors, voilà, j'ai la partie repository qui est arrivée, on voit les différents commits. J'ai fait un premier commit qui montrait qu'il n'y avait pas du tout ici de pipeline qui s'exécutait, et un deuxième pour montrer que le pipeline s'exécute. Donc là, normalement, on a le déploiement qui est en cours. Voilà, donc là, on est vraiment juste à l'étape du déploiement. Et donc, ça, je peux le fermer. Et donc, si je rafraîchis, voilà, le bucket est là. Et il y a encore le fichier qui est dedans. Et donc là, on retrouve, et je vous montre un peu le côté reproductible de la chose. Alors, c'est des choses très simples de faire avec un S3, mais ça marche aussi sur des infrastructures très complexes. Nous, on le fait sur des infrastructures d'entreprise, avec beaucoup de découpage en différents projets d'infra as code, et ça marche très bien. Voilà, donc on retrouve le fichier. Avant de passer sur l'étape d'après, où je vais vous montrer comment on fait du GitOps avec plusieurs branches, comme dans un cas classique, je vais d'abord ajouter une propriété ici, pour dire que le bucket va être public. Et l'objet aussi. Ça va me simplifier un petit peu la vie pour après. Voilà. Ce que je vais aussi vouloir faire, c'est exporter une place d'output en fait, de l'infrastructure, c'est avec des propriétés qu'on va rendre disponibles de l'extérieur de l'infrastructure. Donc l'URL de mon fichier ici, je vais la construire comme ça, c'est https. Alors là, on va accéder aux propriétés de S3. Alors ça, c'est des propriétés qui vont être renseignées lors de l'exécution ou après la création en tout cas. Donc ça, c'est Pulumi qui va gérer le cycle de vie.
Donc l'URL, c'est le nom de domaine en fait qui est bucket qui est accédé via cette propriété-là et objet.key. Voilà. Ça, c'est l'URL. Par contre, ce qu'il faut juste faire attention ici, c'est ça, si j'exécute en TypeScript, ça va être exécuté automatiquement et ces valeurs-là, comme je vous l'ai dit, elles sont connues qu'après l'exécution, pendant l'exécution de Pulumi. Donc, pour dire à Pulumi de interpréter cette expression que dans son cycle de vie, on rajoute juste ce petit mot-là. Et normalement, je vais juste ajouter ça, add ACM. Voilà. Et je vais pousser. Comment que ça se déploie ici. Je vais vous montrer la propriété, justement les outputs dont je parlais, je peux les rendre accessibles ici. Limit stack output. Alors là, comme le déploiement est en cours, côté GitLab, je n'ai pas encore les nouvelles propriétés. Et ici, je peux accéder directement aux propriétés que j'ai choisi d'exposer. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va avoir plusieurs projets Pulumi. On va pouvoir référencer des outputs d'autres projets, ce qui va permettre d'avoir des interdépendances consistantes et faciles à mettre en œuvre entre plusieurs projets. Alors, je vais tenter comme ça pour voir si le déploiement est en cours. Il n'est pas en cours, donc je vais aller de l'autre côté. Hop. Alors, normalement, si je retourne sur la vue commit, qui est toujours une vue intéressante à partager ici, on voit que le déploiement est en cours. J'en profite pour vous montrer aussi une partie sympa de GitLab, qui est la notion d'environnement. Et ici, on voit que j'ai un environnement master qui est créé, donc ça correspond à ma branche master. J'ai le lien vers le commit, vers la pipeline qui est en train d'exécuter, et l'état. Donc, ça va nous permettre d'avoir un historique aussi, vraiment, de l'environnement. Vous voyez, ici, on a un historique avec une vue plutôt environnement plus que branche. Voilà, le pipeline, c'est bien terminé. Donc, normalement, ici, je vais pouvoir récupérer l'URL pour accéder à mon fichier. Et si je l'accède comme ça, j'ai bien mon résultat. Et donc, pour répondre à Jérôme, qui demande si, lorsqu'on a recréé le bucket S3, en effet, Pulumi ou n'importe quel outil va être capable de recréer que ce dont il a connaissance, donc que ce qui est dans le code. Donc, les fichiers qui auraient été rajoutés de façon externe au script d'infrascode ne seraient pas pris en compte. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré un petit peu cette partie-là, travailler sur la prod, on va se mettre dans un vrai contexte GitOps. On va travailler sur plusieurs branches. Donc, je vais faire une modification en faisant une feature branch. Ici, cette feature branch, je vais faire une modification assez simple. Voilà. C'est simple. Je vais pouvoir la visualiser ici. Donc, on est tout à fait d'accord avec ça. Pardon. Un point, commit, update. Et je vais pousser cette modification-là. Et comme c'est une nouvelle branche, hop, il faut que je fasse origine branche update. Ça, c'est une branche temporaire. Alors, idéalement, normalement, le master, on ne peut pas pousser dessus, on est obligé de passer par des features branches. Ça, c'est des bonnes pratiques à adopter. Et donc, on va avoir un nouveau comportement. Alors, je vais revenir vite fait sur le fichier de pipeline. On avait écrit ici un comportement spécifique pour les features branches. Donc, dans les features branches, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui dire de créer un environnement en recopiant le master et d'exécuter cet environnement, qui sera un environnement d'éphémère. Donc, on verra dessus plus tard. Et donc, normalement, si je vais sur la partie environnement ici, j'ai maintenant deux environnements. Alors là, c'est un environnement qui est préfixé par review. Ça permet, quand il y a plusieurs environnements, d'avoir un regroupement de ces environnements-là.
si je fais un Pulumi stack output de ma stack, alors du coup le nom simplifié, mince, ça va être celui-là, peut-être 1, le nom normalisé, le déploiement est encore en cours, donc c'est pas encore très. Voilà, le déploiement de cet environnement est fini, normalement je le vois ici. Ah oui, le job il est encore en cours parce qu'il doit finaliser le cache. Par contre, je peux normalement déjà accéder à mon curl. Et donc, j'ai bien un nouvel URL qui est propre à mon environnement éphémère, qui s'appelle cloudways-feature-update1, qui est le nom du bucket, dans lequel j'ai le contenu de ma modification, tandis que la production, elle, est encore sur la version en cours. Puis ça nous permet de faire de la recette, de tester que toutes les modifications qu'on a faites sont bien conformes. Et voilà, je vois le temps qui passe un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, normalement, l'étape d'après, c'est de faire une merge request. Donc, je vais la faire assez rapidement. Toc. On fait une merge request. On merge en demandant de supprimer la branche. Alors, un truc que je n'ai pas mis ici, mais qu'on peut faire, c'est sur les merge requests, créer juste un preview des modifications qu'on va appliquer. Donc, ça, nous, on l'applique par exemple en production chez mon client. Lorsqu'on fait une merge request, on va avoir un pipeline qui va s'exécuter, qui va nous dire, voilà, voici les modifications qui vont être appliquées sur la prod si tu merges cette merge request. Normalement, ici, vous devez voir deux scripts. Voilà, il y a deux pipelines qui s'exécutent. Cette deuxième pipeline, c'est la mise à jour de la branche master, de l'environnement master. Et cette pipeline qui s'exécute, je vais aller dessus. Et en fait, c'est la destruction de l'environnement ici. C'est une notion qu'on a aussi pluguée dans les pipelines GitLab. C'est que quand une branche est supprimée, on va être capable de supprimer l'environnement qui correspond. Et donc, normalement, alors c'est pas encore prêt, mais si on l'a déjà ici. On a un environnement qui est encore up et un environnement qui est arrêté ou en cours d'arrêt en tout cas. On va pouvoir vérifier tout de suite. La prod, on est bien passé avec le nouvel environnement et la feature branche, l'environnement a été supprimé. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette démo, c'est la partie numéro 4, très importante, de surveillance des pipelines. Donc ça, j'en ai plus besoin. Surveillance de l'état. Donc, pour ça, imaginons que, pour une raison quelconque, quelqu'un aille sur le bucket S3, paramétrer l'infrastructure code et fasse une modification ici d'une propriété. Là, on a une divergence entre notre état déclaré et l'état réel. Pour autant, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Si je lui demande à Pulumi d'appliquer les différences, il va me dire qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces outils-là, en fait, ils sauvegardent l'état. Ils ne vont pas l'interroger à chaque fois. Donc, voilà, en l'occurrence, là, il me dit « j'ai pas de différence ». Il sauvegarde l'état. Pour autant, il y a quand même une notion de Pulumi refresh qui dit « resynchronise ou rafraîchis ton état par rapport à l'état courant de la production ». Et là, si je l'applique, on va avoir la liste des modifications. Alors, tout ce qui est en vert ici, c'est des métadatas, on va dire, qui ont été ajoutés ou qui sont connus après l'exécution, qu'on va pouvoir récupérer, mais qui ne sont pas importantes. Par contre, ici, sur le bucket, on voit bien qu'il y a une mise à jour qui a lieu, c'est-à-dire qu'il y a une ressource qui serait à rafraîchir. Si je demande de voir le détail, il est capable de me dire que dans l'état interne, c'est Manuel Boileau la valeur, alors que en réalité, c'est Anonymous. Donc, si là, je lui demande de rafraîchir l'état, voilà, là, il a rafraîchi l'état. Autant, il n'a rien fait, il n'a pas du tout opéré, il a juste rafraîchi son état interne. Et là, maintenant, si je lui demande de mettre à jour l'état de la production par rapport à l'état déclaré, là, il va être capable de dire il y a une différence sur le tag, on voit bien, qui est aujourd'hui Anonymous, et il faudrait mettre Manuel Boileau, et on va pouvoir lui dire de l'appliquer. Intéressant, c'est que si on est assez mature, on va pouvoir dire, c'est des stratégies à appliquer, soit on est juste alerté quand on détecte une différence, soit on va aller un peu plus loin en disant, en cas de différence, je vais restaurer automatiquement l'état attendu.
Là, on pourrait très bien imaginer que ça, on fait ça dans un job et que automatiquement, on rafraîchisse l'état attendu. Voilà. D'ailleurs, là, je l'ai fait dans le terminal sans passer par le commit Git, qui n'est pas forcément très bien. On peut renforcer ça en obligeant en fait à rejouer ou à faire les mises à jour que via Git. Ça permet d'historiser vraiment tout. Voilà. Et donc là, si je retourne sur mon Bucket S3, hop, on est bien revenu à l'état attendu. Voilà, donc là, j'ai fini un petit peu ma démo pour GitOps. Ici. Donc j'espère que vous êtes convaincus aujourd'hui de tous les avantages que ça peut vous apporter. C'est vraiment quelque chose à tester. Il ne faut pas se dire c'est trop compliqué, il faut vraiment le tester et se dire j'essaye pour voir. Il ne faut surtout pas essayer de dire je retire des crédits petit à petit parce que ça prend vraiment toute son importance quand on applique les 4 principes que je vous ai donnés. Dès qu'on en enlève un, par exemple la surveillance ou le fait de mettre à jour automatiquement l'état, on va perdre de l'intérêt et on ne va plus avoir confiance parce que la production ne va plus être à l'image de notre code. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas mettre une table de validation manuelle. Hein. C'est idéalement non, mais voilà, pour les gens qui peuvent, n'hésitez pas à le faire. Je vais prendre maintenant les questions. Et voilà. Je reviens sur la question de Nicolas de tout à l'heure, qui me demande quelle est la différence entre DevOps et GitOps. Alors, DevOps, c'est une culture qui va tendre à rapprocher le dev de l'Ops. D'accord? Histoire d'avoir un objectif commun et de casser les frontières qu'il y a entre les deux, pour que les deux mondes se parlent, et même au-delà de juste Dev et Ops. D'accord? Donc, ça va être vraiment que chacun connaisse le travail de l'autre et qu'ils travaillent ensemble mieux dans le même objectif. Donc, quand on parlait d'accepter les changements côté Ops, les changements, c'est une contrainte projet, et donc l'Ops doit absolument intégrer le fait qu'il y a une contrainte projet, et le développeur doit être conscient aussi que quand il fait des modifications, il peut y avoir des impacts et que s'il ne veut pas toucher, enfin, il veut garder la qualité de service, ben, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui se réfléchit. Et donc, GitOps, lui, c'est juste une pratique de déploiement de l'Ops. D'accord? Donc, ça s'applique vraiment principalement au GitOps. Jérôme qui demande si on met des tests d'infra dans l'approche GitOps. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas partie des 4 principes fondamentaux, mais c'est toujours mieux d'avoir en plus des tests d'infrastructure. On peut le plugger un petit peu à différents endroits, les tests d'infrastructure. Pulumi, comme c'est fait par du code, par exemple, permet de le faire pendant le plan ou pendant l'exécution, ou à la fin de récupérer les propriétés réelles via le code. On peut faire des tests aussi décorrélés, c'est-à-dire qu'on crée l'infrastructure et après on vérifie avec n'importe quel outillage que l'infrastructure est bien conforme à l'état attendu. Donc, tout ça, ça ne fait pas partie du package GitOps tel qu'il est décrit. Par contre, c'est vraiment des plus qui va vous rassurer et vous donner de la confiance sur votre infrastructure et sur l'état de votre infrastructure. D'ailleurs, le monitoring applicatif de votre système ne fait pas partie directement de l'approche GitOps, c'est vraiment les choses classiques que vous avez sur l'exploitabilité. D'accord? Mais ça se complète avec GitOps qui va faire du monitoring de l'état de l'infrastructure. Au-delà de se dire est-ce que mon service est up, il va dire est-ce que je suis sûr que mon service a bien été configuré de cette façon-là. Il me reste 1 ou 2 minutes si vous avez d'autres questions. Ah, comment on gère les identifiants AWS? Alors, très très vite, les identifiants AWS, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je l'ai fait en mode simple. J'ai fait en mode simple, j'ai une variable d'environnement ici. Alors, une variable d'environnement ici qui a été configurée dans mon shell. Au niveau de GitLab,
c'est plutôt, alors, c'est plutôt sur mon groupe principal où j'ai créé, où j'ai injecté mes variables d'environnement ici. D'accord, je crée mes variables d'environnement ici. Ça peut être externalisé dans un Vault ou n'importe quel gestionnaire de secrets. Alors, pour gérer la maintenance du GitLab CI YAML, comment éviter les régressions? Alors, en effet, la pipeline GitLab CI, alors, je ne vais pas être... je ne vais pas rentrer dans l'effet, la maintenance et le fait de pouvoir gérer au niveau de l'entreprise le fichier GitLab CI pour que tout le monde suive la même template. C'est possible, mais ce n'est pas vraiment le but du sujet. Là, ce que je montre, par contre, c'est que le template qui est utilisé ici, c'est un template qui est très générique, qui ne concerne que des étapes de déploiement d'infrastructure, mais que nous, par exemple, on applique sur tous les projets. C'est-à-dire que tous les projets, globalement, récupèrent exactement la même définition des templates. GitLab CI. Ce qu'il va pouvoir rajouter, c'est qu'il y a certains projets où on a des tests d'intégration en plus, certains projets où on a des tests unitaires avant. Que je n'ai pas parlé que Pulumi était capable de faire des composants. Alors nous, on fait par exemple beaucoup de composants pour livrer des sortes de catalogues de services aux équipes utilisatrices. On va faire des composants qui se représentent sous la forme de package NPM et qui vont utiliser derrière. Donc, voilà. On peut rajouter des étapes tests unitaires, mais souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que globalement, le template qui est ici, on peut le versionner, le faire évoluer et demander aux équipes de mettre à jour ces templates-là. Ou des sous-parties des templates, hein, donc les tâches unitaires. Et pour éviter les régressions, en fait, les régressions, c'est assez simple. C'est que quand un déploiement, que ce soit la template ou l'infrastructure as code, ou même le déploiement, parce que ça va aussi jusqu'au déploiement de l'applicatif, échoue, on va le voir ici. Quand on a une erreur, on va voir ici que la pipeline échoue. Donc, en fait, après, on intervient sur la gestion de code classique. Alors oui, j'ai une réussite chez un client. On est en début de déploiement du cloud sur 2 équipes. Et puis après, je vais laisser, puisqu'on arrive au temps réalisé. Il y a beaucoup d'acculturation. Alors, on a choisi des équipes qui étaient plus matures. Pour autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acculturation parce qu'il y a des pratiques, il y a de l'agilité, il y a les notions de tout ce qui est lié à l'environnement de dev, DevOps, etc. Donc, mettez-le en place, je vais terminer sur ce conseil-là, mettez-le en place sur des petits projets avec des équipes assez matures et laissez-le un petit peu se développer au sein de l'entreprise doucement. Mais essayez toujours de respecter les principes GitOps, de garder toujours ça en objectif. Je vous remercie. Et puis pour les autres, vous pouvez me poser des questions après, demander des interviews ou en chat privé ou n'importe quoi. Au revoir.